En 72 heures, un pays semble basculer. 23 unités se repositionnent autour de Ouagadougou. Les marchés ferment plus tôt. Les radios d'État se taisent, des fonds sont gelés, et des ambassades annulent des rendez-vous prévus de longue date. Dans ce silence méthodique, des drones non identifiés traversent le ciel. Des blindés comptent autant qu'une phrase retenue. Que révèle l'attitude d'Ibrahim Traoré sur le sort du Burkina Faso? Elle transforme une rumeur en crise nationale, où chaque geste diplomatique pèse, et où l'idée d'une rupture imposée de l'extérieur devient soudain plausible. Ce récit ne cherche pas à dramatiser une crise de plus dans le Sahel. Il propose une méthode de lecture pour distinguer le signal du bruit et comprendre pourquoi certains enchaînements comptent plus que d'autres. L'enjeu est clair, concret, mesurable. Comprendre avant de réagir, pour éviter l'erreur stratégique. À travers les faits disponibles, l'objectif est d'identifier les mécanismes invisibles qui transforment des décisions administratives, des silences diplomatiques et des mouvements militaires en levier de pression politique. Chaque élément pris isolément peut sembler anodin. Leur synchronisation, en revanche, révèle une intention. Ce décryptage permet aussi de dépasser les récits simplistes. Il ne s'agit ni d'un complot omnipotent, ni d'un simple épisode de politique intérieure, mais d'une interaction complexe entre vulnérabilités internes et influences extérieures. Comprendre cette interaction offre un avantage réel: anticiper les conséquences plutôt que les subir. Enfin, cette lecture engage le lecteur. Car ce qui se joue ici ne concerne pas uniquement un pays enclavé, mais un modèle reproductible de confrontation indirecte dans toute la région. Dès les premières heures, un chiffre éclaire la séquence. 23 unités, soit environ 18% des capacités opérationnelles, sont repositionnées en moins de 3 jours autour de Ouagadougou. Cette donnée change la lecture des événements. Elle indique que la menace n'a pas surpris l'État burkinabé. Elle a été anticipée par une chaîne décisionnelle, déjà en alerte. Ce redéploiement rapide suggère une logique préventive plutôt qu'une réaction improvisée. Dans un environnement sahélien où les crises éclatent souvent après coup, cette avance temporelle constitue une rupture méthodologique. Elle place le temps, et non la force brute, au centre de la réponse. Pour comprendre ce qui se joue, il faut réduire le contexte sans l'appauvrir. Le Burkina Faso traverse depuis plusieurs années une phase de recomposition profonde. Insécurité persistante, dépendance économique héritée et pression diplomatique accrue. Chaque ajustement interne modifie des équilibres régionaux sensibles. Dans ce cadre, les signaux observés, marchés fermés plus tôt, bulletins radio raccourcis, réunions diplomatiques annulées, prennent un sens particulier. Pris séparément, ils relèvent de la routine de crise. Pris ensemble, ils dessinent une préparation. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré devient centrale. Son positionnement souverainiste, perçu par une partie de la population comme une reprise de contrôle, est lu ailleurs comme un facteur de rupture. Cette divergence d'interprétation alimente une zone grise, où rumeurs, narratifs médiatiques et pressions indirectes se superposent. La mini-révélation n'est donc pas l'existence d'une tension, mais sa synchronisation. En filigrane, une question se forme. Si l'appareil d'État a réagi avant que la menace ne soit visible, qu'a-t-il perçu en amont? La réponse ne tient pas dans un événement unique, mais dans l'alignement discret de plusieurs indicateurs faibles, souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour saisir comment cette anticipation s'est matérialisée, il faut quitter la vue d'ensemble et suivre quelques acteurs clés, là où les décisions prennent corps. Dans les jours qui précèdent l'alerte officielle, le colonel Sanou, chargé de la sécurité présidentielle, supervise une série de vérifications internes rarement visibles à l'extérieur. Des procédures sont resserrées, des accès revus, et plusieurs officiers sont temporairement écartés après la découverte de contacts non déclarés avec des interlocuteurs extérieurs. Le geste paraît technique, presque administratif, mais il agit comme un premier verrou. Sur le terrain,
La capitaine Diarra incarne une autre facette de cette vigilance. À Ouagadougou, ses équipes multiplient les patrouilles nocturnes, sécurisent les bâtiments administratifs et observent des mouvements inhabituels avant même que la population ne perçoive une menace claire. Les rues se vident plus tôt. Les points stratégiques sont contrôlés sans démonstration de force. Cette discrétion évite l'effet de panique tout en réduisant les angles morts. Ces deux trajectoires montrent comment une crise se contient d'abord par des micro-décisions. Rien de spectaculaire, aucun affrontement, mais une accumulation d'ajustements rapides. Chaque contrôle supplémentaire, chaque rotation modifiée réduit la marge de surprise. L'impact immédiat se mesure moins en images qu'en inertie évitée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef omniprésent, mais comme le point d'équilibre d'un dispositif distribué. La chaîne de commandement fonctionne parce qu'elle sait quoi faire, sans attendre un signal public. Le premier effet concret de cette méthode est simple. La crise ne s'emballe pas. Elle reste contenue, silencieuse, et donc encore maîtrisable. Avant que la crise ne soit nommée, elle s'installe par touches presque imperceptibles. Les radios d'État raccourcissent leurs bulletins, non par censure affichée, mais par prudence opérationnelle. Les marchés ferment plus tôt, invoquant des raisons logistiques. Plusieurs ambassades annulent des réunions prévues de longue date, sans explication publique. Ces signaux faibles, pris isolément, relèvent d'une routine de tension. Ensemble, ils constituent l'activation d'un protocole non déclaré, destiné à gagner du temps avant que l'opinion ne s'emballe. Puis vient l'accélération. En 48 heures, les services de renseignement détectent des échanges chiffrés entre un groupe d'officiers et des interlocuteurs situés hors du territoire. Le lexique utilisé, aide humanitaire coordonnée, stabilisation transitoire, correspond à des formules déjà observées dans d'autres contextes sahéliens. Cette correspondance déclenche l'alerte interne. Les permissions militaires sont annulées, les communications entre garnisons sont vérifiées et des unités commencent à se repositionner autour des axes clés de la capitale. À ce stade, rien n'est visible pour la majorité de la population, mais la machine est lancée. Le week-end marque le point de bascule. Le samedi, des drones non identifiés apparaissent au-dessus d'une zone militaire au nord, suivant des trajectoires courtes et répétitives. Leur objectif semble moins offensif qu'exploratoire. Tester la réactivité. Le dimanche, des tracts anonymes circulent en ville avec un slogan unique, déjà vu à Bamako ou à Niamey. Rétablir la démocratie. Cette synchronisation entre signaux aériens et messages d'influence révèle une montée en régime. La tension devient palpable dans les cercles sécuritaires, même si elle reste invisible dans les rues. Le lundi, le dispositif passe en mode de crise. L'état-major déclenche l'alerte rouge. Des blindés se déploient autour du palais présidentiel, de la télévision nationale et des infrastructures stratégiques. À l'aéroport, des diplomates étrangers quittent la ville de manière discrète mais ordonnée. Les sirènes retentissent par intermittence, suffisamment pour coordonner, pas assez pour affoler. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré prend la parole. Le ton est calme, les mots sont mesurés. Il ne dénonce pas un ennemi précis. Il fixe un cadre, rappelant que le Burkina Faso ne doit pas subir un scénario déjà écrit ailleurs. Le mardi, la confrontation change de nature. Des cyberattaques ciblent les sites gouvernementaux, provoquant des coupures par vagues. Sur les réseaux sociaux, des messages évoquent des défections imminentes, des trahisons internes, une chute annoncée. Pourtant, aucune garnison ne bascule. Les images d'Ibrahim Traoré visitant les avant-postes circulent alors, non comme une mise en scène triomphale, mais comme un signal interne de continuité de commandement. Le mercredi apporte le premier reflux. Plusieurs officiers impliqués dans des échanges suspects sont arrêtés. Les rues se remplissent timidement. Il n'y a ni célébration ni affrontement, seulement un soulagement discret. La tentative de déstabilisation n'a pas abouti. Le choc n'a pas disparu, mais il a laissé place à une phase de consolidation. La séquence complète, courte et dense, montre comment une crise peut être contenue non par la force visible, mais par l'anticipation et la maîtrise du tempo.
Le passage du ressenti au fait mesurable permet de vérifier si la réponse de l'État relève du réflexe ou d'une méthode. 3 indicateurs, limités mais cohérents, suffisent à éclairer la logique interne et à mesurer l'écart entre la situation initiale et l'état atteint après les premières 72 heures. D'abord, pour mesurer la réponse, on peut regarder la capacité militaire mobilisée. Avant la séquence, le dispositif autour de Ouagadougou reposait sur une présence standard, conçue pour la gestion courante des risques. En moins de 3 jours, 23 unités, représentant environ 18% des capacités opérationnelles nationales, sont repositionnées autour de la capitale et des infrastructures stratégiques. L'écart est significatif. Il ne correspond pas à une mobilisation totale, mais à un seuil précis, suffisant pour verrouiller les points névralgiques sans désorganiser le reste du territoire. Cette proportion traduit un choix: neutraliser une menace potentielle sans exposer d'autres zones à un vide sécuritaire. La rapidité du mouvement compte autant que son ampleur, car elle réduit la fenêtre d'action adverse. Ensuite, on peut considérer la dynamique économique extérieure. Dans la situation initiale, les échanges avec les partenaires occidentaux constituent une part structurante des flux commerciaux du Burkina Faso. Dès le déclenchement de la crise, ces échanges enregistrent une baisse estimée à 22%. Pris isolément, ce chiffre pourrait signaler une vulnérabilité. Mis en perspective, il révèle un ajustement stratégique. Les autorités financières privilégient temporairement les circuits régionaux et les partenariats africains afin d'absorber le choc. L'écart ne traduit pas un effondrement, mais un recentrage contraint. Réduire l'exposition à des flux susceptibles d'être instrumentalisés devient un moyen de préserver une marge de manœuvre politique à court terme. Enfin, on peut observer la perception interne de la crise. Avant les événements, l'opinion publique burkinabé est fragmentée, marquée par la fatigue sécuritaire et la défiance envers les récits officiels. Un sondage interne mené auprès de 5000 citoyens montre qu'après la tentative de déstabilisation, 64% attribuent la menace à des acteurs extérieurs plutôt qu'à une défaillance purement interne. L'écart ici est qualitatif. Cette convergence de lecture agit comme un amortisseur social. Elle réduit le risque de division exploitable et renforce la légitimité des mesures prises dans l'urgence. Un consensus, même imparfait, limite la propagation de rumeurs paralysantes. Pris ensemble, ces 3 indicateurs forment une matrice lisible. L'armée agit plus vite que le scénario adverse, l'économie se réoriente pour limiter les points de pression, et la population adopte une interprétation convergente du risque. Aucun de ces éléments ne garantit une stabilité durable, mais leur alignement dans un laps de temps aussi court signale une capacité nouvelle, celle de transformer une alerte en processus maîtrisé. Dans cette lecture chiffrée, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un nœud de décision, où le contrôle du temps devient un avantage stratégique. 2 lectures opposées structurent aujourd'hui le débat autour de la trajectoire politique du Burkina Faso, et les ignorer affaiblirait toute analyse sérieuse. La première, largement relayée dans plusieurs médias occidentaux, considère que les choix récents accroissent l'instabilité régionale. Selon cette perspective, l'orientation souverainiste, la prise de distance avec des partenaires historiques et le rapprochement avec de nouveaux pôles de puissance créent un déséquilibre dangereux pour un État encore fragile. Les partisans de cette lecture soulignent le risque d'isolement diplomatique, la dépendance accrue à des alliances alternatives et la possibilité d'un durcissement interne présenté comme une réponse sécuritaire. Leur argument central est simple. Dans un environnement déjà volatile, toute rupture rapide augmente la probabilité d'erreurs coûteuses. La seconde lecture, plus répandue sur le continent africain, défend une logique inverse. Elle voit dans les décisions prises non pas une fuite en avant, mais une tentative cohérente de sortir d'un cycle de dépendance qui a longtemps limité les marges de manœuvre du pays. Les défenseurs de cette approche rappellent que quelques années plus tôt,
Une part importante du budget national reposait sur l'aide extérieure, ce qui exposait l'État à des pressions constantes. La réduction progressive de cette dépendance est interprétée comme un investissement politique risqué, mais nécessaire. Dans cette optique, Ibrahim Traoré incarne moins une rupture idéologique qu'un accélérateur d'un mouvement déjà latent, porté par une lassitude populaire face au modèle importé. Entre ces deux pôles se dessine une position intermédiaire, portée par des centres d'analyse régionaux. Leurs observations montrent que certaines mesures sécuritaires ont produit des effets mesurables, sans pour autant transformer radicalement la situation. La stabilité s'améliore localement, mais reste fragile. Cette lecture nuance les discours alarmistes sans verser dans l'optimisme excessif. Le cœur de l'exercice ne consiste donc pas à trancher, mais à reconnaître la validité partielle des deux camps. Le pari actuel est risqué, mais l'inaction l'était tout autant. La question pertinente n'est plus de savoir si ce choix est confortable, mais pourquoi il est désormais perçu comme préférable à la continuité. À ce stade, la crise ne se joue plus principalement sur le terrain physique. Les blindés, les sirènes et les déploiements visibles ont rempli leur fonction initiale, empêcher la surprise. Le centre de gravité se déplace désormais vers un espace plus diffus, où l'influence, l'information et la perception deviennent les principaux vecteurs de pression. Cette transition marque un tournant souvent sous-estimé, mais décisif pour la suite. Les signaux sont moins spectaculaires, mais plus persistants. Des vagues de désinformation apparaissent, ciblant des communautés spécifiques, jouant sur la fatigue sociale et les peurs accumulées. Les récits cherchent moins à provoquer un choc immédiat qu'à éroder progressivement la confiance. Doute sur la loyauté des institutions, soupçons de division interne. Interne, rumeurs de sanctions imminentes. L'objectif n'est plus la rupture brutale, mais l'usure lente. Face à ce déplacement, la réponse change, elle aussi de nature. La vigilance devient une discipline quotidienne, plutôt qu'une posture d'urgence. Les circuits de décision se resserrent, la communication officielle se fait plus parcimonieuse, et les relais locaux prennent une importance accrue. Ibrahim Traoré introduit alors une idée clé. La stabilité ne se défend pas seulement par des ordres, mais par la maîtrise des récits. Cette révélation de mi-parcours redéfinit l'enjeu. Contenir une crise visible était une étape. Empêcher sa transformation silencieuse en doute collectif devient désormais le véritable défi. Les effets de cette séquence ne se limitent pas au cercle du pouvoir. Ils se diffusent dans 4 sphères distinctes: l'État, les entreprises, les ménages et l'environnement régional. Chacune touchée selon une logique propre, mais reliée aux autres par la même contrainte: s'adapter vite sans rompre l'équilibre déjà fragile. Pour l'appareil d'État, la conséquence immédiate est une centralisation accélérée. Les délais entre renseignements, décisions et exécution se réduisent. Des directions techniques sont fusionnées, des procédures internes simplifiées et les contrôles d'accès renforcés dans les ministères sensibles. La part du budget consacré à la sécurité augmente sensiblement, passant d'une logique de réaction à une logique de prévention. Cette évolution n'est pas présentée comme un virage autoritaire, mais comme une réponse transitoire à une pression exceptionnelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant d'une cohérence opérationnelle. Moins de discours publics, plus de décisions structurantes en arrière-plan. Du côté des entreprises, l'impact est contrasté. Les secteurs liés aux flux internationaux, notamment le commerce et l'extraction minière, subissent des perturbations rapides. Des audits sont lancés, certaines concessions sont temporairement suspendues, et les exportations d'or reculent à court terme. En parallèle, des acteurs locaux et régionaux gagnent en importance. Les circuits courts, les partenariats africains et les corridors régionaux deviennent des alternatives concrètes. Pour les entreprises burkinabées, l'incertitude est réelle, mais elle s'accompagne d'une réorganisation forcée qui réduit progressivement la dépendance à des capitaux volatiles. Pour les ménages,
La conséquence la plus visible est la tension économique. L'inflation alimentaire progresse, les revenus informels fluctuent et la fatigue sociale s'accumule. Pourtant, cette pression génère aussi des mécanismes d'entraide. Des réseaux communautaires se renforcent. Achats groupés, stockage partagé, coopératives locales. Ces réponses ne compensent pas entièrement les difficultés, mais elles amortissent le choc. La stabilité du quotidien repose moins sur des aides massives que sur une capacité collective à tenir, malgré l'incertitude. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières. Le Mali et le Niger intensifient leur coordination sécuritaire avec le Burkina Faso, créant un bloc de coopération inédit. Cette synchronisation réduit certaines incursions transfrontalières et modifie les équilibres diplomatiques. Les chancelleries occidentales observent cette recomposition avec prudence, conscientes que leurs leviers traditionnels perdent en efficacité. Le discours souverainiste, porté par Ibrahim Traoré, trouve un écho accru dans une région en quête d'autonomie stratégique. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité nuancée. Il n'y a ni effondrement, ni victoire nette. Il y a une société contrainte de se réorganiser rapidement, sous pression, en découvrant de nouvelles marges d'axe d'action. La conséquence la plus durable pourrait être celle-ci. L'adaptation devient une compétence collective, et non plus une réaction improvisée. À partir des dynamiques observées, l'avenir proche du Burkina Faso ne se réduit pas à une trajectoire unique. Il se décline en 3 scénarios plausibles, chacun cohérent avec les signaux déjà visibles. Ces projections ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'anticiper les conditions qui pourraient faire basculer l'un ou l'autre chemin. Dans une première trajectoire, le pays maintient un équilibre fragile mais fonctionnel. Les forces de sécurité consolident leurs dispositifs sans élargir excessivement le périmètre de contrôle. L'économie reste sous tension, mais évite la contraction brutale grâce aux échanges régionaux et à des ajustements budgétaires ciblés. Sur le plan diplomatique, les frictions persistent sans s'aggraver. La stabilité repose moins sur des succès spectaculaires que sur une discipline collective et une gestion prudente du temps. Ce scénario suppose une capacité continue à contenir les chocs, sans résoudre les vulnérabilités structurelles. Dans une deuxième trajectoire, plus favorable, la consolidation se fait progressivement. Les réformes sécuritaires gagnent en efficacité, réduisant certains foyers de violence et améliorant la circulation économique interne. Les partenariats régionaux se renforcent, attirant des investissements africains et diversifiant les débouchés commerciaux. L'appareil d'État se professionnalise, limitant les fuites d'informations et améliorant la coordination entre ministères. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une dynamique mesurable, même si elle reste exposée à des pressions extérieures. Dans une troisième trajectoire, la situation se dégrade à la suite d'un choc externe. Une cyberattaque d'ampleur, une sanction économique ou une rupture diplomatique majeure accentue la pression sur les finances publiques et la cohésion sociale. L'État répond par des mesures d'urgence répétées, qui finissent par peser sur l'économie et la confiance interne. Le risque principal n'est pas un effondrement immédiat, mais une érosion progressive, fatigue sociale, ralentissement économique et perte de marge de manœuvre politique. Face à ces 3 options, une recommandation s'impose: documenter, mesurer, corriger avant d'interpréter. La capacité à ajuster rapidement, sans céder à la précipitation, devient le facteur décisif. Dans un environnement où l'incertitude est la norme, éviter le pire importe parfois davantage que promettre le meilleur. Derrière les stratégies et les scénarios, l'impact réel de cette période se mesure à l'échelle des vies ordinaires. 3 groupes, en particulier, recensant les effets de la tension prolongée. Ceux qui informent, ceux qui produisent et ceux qui protègent. Leur quotidien éclaire ce que les indicateurs macroéconomiques ou sécuritaires ne captent qu'imparfaitement.
Les journalistes, enseignants et relais communautaires se retrouvent en première ligne face à la confusion informationnelle. Leur rôle évolue rapidement. Il ne s'agit plus seulement de transmettre, mais de filtrer, vérifier et contextualiser. Dans un environnement saturé de rumeurs, chaque mot compte. La pression est double. Éviter l'alarmisme tout en ne minimisant pas les risques. Cette responsabilité renforce leur centralité sociale, mais accroît aussi la fatigue professionnelle. Leur travail discret devient un rempart essentiel contre la désinformation diffuse. Les producteurs et petits entrepreneurs subissent des contraintes immédiates. Les variations de prix, les perturbations logistiques et l'incertitude sur les débouchés pèsent sur les marges. Pourtant, des ajustements émergent. Comme ça. Coopératives informelles, circuits courts et mutualisation des ressources se développent pour maintenir l'activité. Ces initiatives n'annulent pas les difficultés, mais elles stabilisent des communautés entières. La résilience économique prend ici une forme pragmatique, loin des discours. Les forces de sécurité et les volontaires civils portent sans que la charge la plus visible. Patrouilles prolongées, vigilance nocturne et stress opérationnel s'accumulent. Leur engagement quotidien conditionne la stabilité générale, souvent sans reconnaissance publique. Cette endurance souligne une réalité simple. La sécurité n'est pas un état, mais une succession d'actes répétés. Pris ensemble, ces vécus montrent que la cohésion nationale ne repose pas uniquement sur les décisions du sommet. Elle se construit dans la capacité des citoyens à tenir, à s'adapter et à coopérer malgré l'usure. C'est cette dimension humaine qui, à terme, détermine la solidité d'une trajectoire politique. Pour passer de la gestion de crise à une consolidation durable, l'enjeu n'est plus la réaction rapide, mais la cohérence dans le temps. La trajectoire esquissée par Ibrahim Traoré repose sur une logique simple. Transformer l'urgence en méthode. Cette approche se décline en 5 étapes opérationnelles, déjà partiellement engagées, qui visent à réduire les vulnérabilités sans promettre de résultats immédiats. D'abord, il s'agit de sécuriser le territoire de manière ciblée. Les forces armées, appuyées par des unités locales et des partenaires régionaux, concentrent leurs efforts sur les zones frontalières sensibles. Le calendrier est immédiat, avec une évaluation mensuelle. L'indicateur clé reste la diminution des incidents signalés et la stabilité des axes logistiques. Ensuite, il faut réduire la dépendance financière extérieure. Le ministère des Finances et les institutions régionales travaillent à diversifier les circuits de paiement et de financement. L'horizon est de 3 à 12 mois. La mesure principale était la part des échanges et des importations exposées à des décisions extérieures soudaines. Puis vient la restructuration productive. Coopératives minières, agriculture et énergie locale constituent les leviers prioritaires. Les ministères sectoriels et les collectivités locales pilotent ces projets sur une période de 6 à 18 mois. Les indicateurs sont concrets. Surface cultivée, mégawatts produits, emploi stabilisé. Parallèlement, la maîtrise de l'information devient indispensable. Médias, autorités civiles et opérateurs de télécommunications coordonnent leurs actions pour limiter l'impact de la désinformation. Le suivi est continu, mesuré par la capacité à détecter et corriger rapidement les rumeurs majeures. Enfin, la construction d'une mémoire institutionnelle s'impose. Documenter les décisions, enseigner les principes de souveraineté et renforcer l'éducation civique s'inscrivent dans un horizon de 12 à 24 mois. L'intégration de ces contenus dans les programmes éducatifs constitue l'indicateur central. Ces feuilles de route ne garantit pas le succès. Elle offre toutefois un cadre mesurable où la constance prime sur l'improvisation et où la stabilité devient un processus plutôt qu'un pari. Dans les rues où la capitaine Diarra patrouillait quelques semaines plus tôt, le calme revient par fragments. Les commerces rouvrent à des horaires prudents, les conversations reprennent à voix basse, et chaque geste quotidien semble encore tester la solidité du sol. Rien n'indique que la menace a disparu.
Tout suggère plutôt qu'elle a été intégrée. Cette normalité incomplète est le résultat d'une vigilance prolongée, devenue habitude plus que réflexe. Le rappel est clair. La stabilité n'est pas née d'un moment héroïque, mais d'une série de choix discrets. Les contrôles silencieux, les décisions prises à huis clos, les patrouilles répétées ont empêché l'emballement. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure omniprésente que comme un point de référence. Son rôle n'a pas été de tout incarner, mais de permettre à d'autres d'agir sans attendre. Ce déplacement est essentiel. Le pouvoir cesse d'être concentré dans un visage pour se diffuser dans des pratiques. Les slogans cèdent la place à des routines, et la cohérence remplace la peur. La force de cette séquence réside précisément là, dans la capacité d'un pays à tenir non par l'exception, mais par la continuité. Une phrase résume ce moment. La souveraineté se construit dans la répétition. Au terme de cette séquence, aucune conclusion définitive ne s'impose. Ce qui émerge, en revanche, est une invitation à regarder autrement les crises contemporaines. Elles ne se résument plus à des ruptures soudaines, mais à des processus graduels où l'information, la perception et le temps comptent autant que la force. Le cas du Burkina Faso illustre cette mutation, sans fournir de modèle prêt à l'emploi. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré ne doit pas être lue comme une réponse unique, mais comme un révélateur. Elle concentre des attentes, des peurs et des projections qui dépassent largement un homme ou un pays. Observer cette trajectoire, c'est aussi interroger nos propres grilles de lecture. Cherchons-nous des héros, des coupables ou des mécanismes à comprendre? La suite dépendra moins de déclarations spectaculaires que de la capacité collective à maintenir une vigilance lucide. Discuter, vérifier, confronter les points de vue sans céder à la simplification devient un acte civique à part entière. C'est dans cet espace de dialogue que se construit une compréhension durable. Alors, face à des crises de plus en plus silencieuses, une question reste ouverte. Sommes-nous prêts à analyser avant de juger et à comprendre avant de choisir un camp?